Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Le chef de l'État a présidé les travaux de la 17e séance du Conseil des ministres. Aux nouvelles mondiales, le bilan grimpe à plus de 43 000 morts à Gaza, selon le ministère palestinien de la Santé. Les détails dans ce journal. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Je vous le disais dans le titre, le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a présidé les travaux de la 17e séance du Conseil des ministres. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Le rapport avec le porte-parole du gouvernement. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 29 octobre 2024, la 17e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Les 4 premières questions à l'ordre du jour portaient sur l'approbation des comptes financiers d'entités publiques et s'inscrivent dans la transparence et la responsabilité des entités publiques. En approuvant et en publiant ces comptes, la puissance publique s'assure que les deniers sont gérés de manière responsable et conforme aux normes financières en vigueur. Cette transparence financière fournit des données essentielles pour le suivi des performances financières, la planification budgétaire future et l'évaluation des objectifs opérationnels. Dans la gestion, les comptes financiers de l'ANSI pour l'exercice 2023 sont arrêtés en produit à 388 934 000 et en charge à plus de 323 millions avec un résultat excédentaire. Le ministère de la Santé, deuxième question, projet de loi approuvant les rapports financiers de la centrale d'achat des médicaments et matériels essentiels. Les comptes financiers 2023 de la centrale d'achat des médicaments et matériels essentiels sont arrêtés en produit à plus de 1 milliard et 9 millions 42 000 et en charge à 1 milliard 700 millions avec un résultat net de 241 millions. Les produits de l'exercice, ces chiffres, se sont constitués de ventes des médicaments, de matériels médicaux, des réactifs et des solutés de la subvention de l'État. Le ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, projet de loi apportant approbation des comptes financiers de l'exercice 2022 de la Caisse nationale des sécurités. Les comptes financiers pour l'exercice 2022 de la CNSS ont arrêté en produit de plus de 37 milliards et en charge de plus de 33 milliards avec un résultat excédentaire, soit une augmentation de 22,6% par rapport à l'exercice 2021. La quatrième question portait projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2023 de l'Agence nationale de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle. Le ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles, la cinquième question, projet d'arrêté portant création et composition du comité interministériel de suivi de la mise en œuvre du projet de développement et de production de l'hydrogène vert à Obok, Moulhoulé et Korangar. Le ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications pour la sixième question, le projet d'arrêté portant création, organisation et fonctionnement du comité de pilotage du projet régional d'intégration numérique en Afrique de l'Est. Pour le ministère de la Jeunesse et de la Culture, la septième question portait le projet d'arrêté portant création du comité technique du mémorial de la paix d'Arta. Le ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, la huitième question, projet des décrets portant nomination, sont nommés au ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques. M. Saïd Khair Youssouf est confirmé dans ses fonctions de directeur de l'hydraulique rurale. M. Salah Daoud est nommé conseiller technique du ministre de l'Agriculture. M. Mustafa Hassan Ahmed est nommé conseiller technique du ministre de l'Agriculture. Au ministère de la Jeunesse et de la Culture, M. Gued Hassan Elmi est nommé conseiller technique du ministre de la Jeunesse et de la Culture et M. Omar Mohamed Elmi est nommé conseiller technique du ministre de la Jeunesse et de la Culture. Au ministère des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Negat Hussein Mohamed est nommée conseillère technique du ministre des Affaires sociales et des Solidarités.
Madame Mouna Aboubakar Sadiq Abdullahi est nommée directrice des études et prospection. Ensuite, pour les communiqués, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et la ministre déléguée chargée de la décentralisation et l'économie numérique ont fait un rapport. Ensuite, nombreux autres projets ont été lus et approuvés. On suit la suite de ce rapport avec le porte-parole du gouvernement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce matin 29 octobre 2024 la 17e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Les 4 premières questions à l'ordre du jour portaient sur l'approbation des comptes financiers d'entités publiques et s'inscrivent dans la transparence et la responsabilité des entités publiques. En approuvant et en publiant ces comptes, la puissance publique s'assure que les deniers sont gérés de manière responsable et conforme aux normes financières en vigueur. Cette transparence financière fournit des données essentielles pour le suivi des performances financières, la planification budgétaire future et l'évaluation des objectifs opérationnels. Première question. Présidence de la République. Projet de loi portant approbation des comptes financiers 2023 de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, l'ANSSI. Les comptes financiers de l'ANSSI pour l'exercice 2023 sont arrêtés en produit à 388 934 402 francs et en charge à 323 253 863 francs, avec un résultat excédentaire de 65 680 539 francs. Durant l'exercice 2023, l'ANSSI a mis en œuvre de nombreuses actions, à savoir 1. Le renforcement de l'infrastructure réseau et système de l'État. 2. L'extension du réseau intégré de l'État. 3. La modernisation des préfectures à Djibouti-Ville et dans l'ensemble de nos régions. 4. L'appui à la rationalisation des systèmes informatiques de la chaîne des dépenses publiques. 5. Le déploiement de la solution pour la commande publique. L'ANSSI a aussi procédé au déploiement du portail du projet phare IJO. Elle a également appuyé des institutions publiques dans la dématérialisation des archives et a œuvré sur la sensibilisation des administrations, de nos populations, de nos enfants quant aux risques et méfaits des menaces sur l'Internet. L'ANSSI a également procédé au lancement du CERT. Question ministère de la Santé. Projet de loi approuvant les rapports financiers de la centrale d'achat des médicaments et matériels essentiels, CAM, pour l'année 2023. Les comptes financiers 2023 de la centrale d'achat des médicaments et matériels essentiels sont arrêtés en produits à 1 942 853 262 francs et en charge à 1 701 141 201 francs, avec un résultat net de 241 712 061 francs. En 2023, la CAM a initié avec l'appui du ministère la mise en place de la politique pharmaceutique nationale et la stratégie d'approvisionnement ainsi que la réalisation de plusieurs formations pour le renforcement des capacités. Elle a également réalisé un certain nombre de projets, à savoir la mise en place d'un système de gestion dans 15 structures de soins connectées directement à la CAM, le lancement du projet One Time Delivery, la mise en norme des stocks avec la souscription d'une assurance et enfin la mise en place d'un système de gestion commerciale et comptable sage. Troisième question, ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale. Projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2022 de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS. Les comptes financiers
pour l'exercice 2022 de la CNSS sont arrêtés en produits à 37 796 799 117 francs et en charge à 33 350 961 220 francs, avec un résultat excédentaire à 445 837 807 francs, avec une augmentation de 22,6 par rapport à l'exercice 2021. La CNSS a réalisé des investissements de l'ordre de 4 milliards de francs en 2022 en acquisition de logiciels et licences, en data center, en construction, en matériel de bureau et informatique. Près de 3,4 millions de francs de Djibouti concernent les immobilisations en cours, notamment la construction du nouveau hôpital et 222 millions de francs de matériel médical. Quatrième question, projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2023 de l'Agence nationale de l'emploi et de la formation et de l'insertion professionnelle, ANEFIP. Les comptes financiers 2023 de l'ANEFIP sont arrêtés en produits à 424 726 717 francs et en charge à 457 501 210. Il est l'appel à la prière de Salat al-Asr. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'actualité. Pour la suite de l'actualité nationale, le Premier ministre, son Excellence, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a accueilli hier à la primature M. Arsenio Antonio Dominguez Velasco, secrétaire général de l'Organisation maritime internationale, l'OMI. Les détails avec M. Samatar. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a accueilli hier à la primature M. Arsenio Antonio Dominguez Velasco, secrétaire général de l'Organisation maritime internationale. Cette rencontre s'est tenue en présence du ministre des Transports et de l'Infrastructure, Hassan Mohamed Ibrahim, du directeur des affaires maritimes, Ali Mirah Shehem Daoud. Les échanges ont porté sur des enjeux de renforcement des mesures de sécurité maritime, la formation de personnel qualifié et la promotion d'une coopération régionale pour garantir la sûreté des eaux djiboutiennes et la protection des routes maritimes et le développement des compétences techniques et de formation en partenariat avec l'OMI et a été au cœur des discussions. Les initiatives de l'OMI pour la protection de l'écosystème marin ont également été abordées. Les parties ont examiné des stratégies visant à prévenir les déversements des pétroles, gérer les déchets marins et à renforcer les infrastructures pour mieux faire face aux risques des marées noires. Le Premier ministre a exprimé l'importance pour Djibouti de contenir les polluants avant qu'il atteigne les côtes et a sollicité l'OMI pour lutter contre la pollution maritime ainsi que les formes d'assistance possibles de l'organisation dans ce domaine. M. Dominguez Velasco a souligné l'importance stratégique de la position maritime de Djibouti pour l'OMI en insistant sur le besoin de sécuriser cet emplacement afin de formaliser des partenariats et d'optimiser la coordination de l'OMI. Prévoit de renforcer ses relations avec les organismes présents sur le territoire djiboutien, tout en intégrant des problématiques émergentes telles que l'immigration dans la région de la mer Rouge, un enjeu croissant nécessitant une meilleure assistance en matière d'équipement et de coordination. Aussi, l'OMI a exprimé son souhait de collecter des données et des statistiques sur l'immigration dans la région afin de mobiliser du financement et de démontrer aux donateurs l'importance de la coordination pour la sécurité maritime. Cette initiative pourrait aider à relever les défis logistiques liés à la sûreté régionale et accroître la visibilité des investissements internationaux dans le domaine. L'organisation a également abordé la question des otages du navire Galaxy Leader, dont l'équipage est détenu depuis plus d'1 an, et a demandé le soutien de Djibouti pour une médiation diplomatique en vue de leur libération. Enfin, en partenariat avec l'Union européenne, l'OMI prévoit la mise en place d'un centre de formation dédié aux gardes-côtes djiboutiens, le renforcement du code de conduite pour la sécurité maritime et l'étude des faisabilités pour l'établissement d'une académie maritime à Djibouti. En marge de sa participation à la 15e édition de Milipol Qatar, le salon de la sécurité intérieure et de la protection civile s'est déroulé sous le thème « La technologie au service de la sécurité » et qui s'est tenu du 29 au 31 octobre 2024 sous les auspices de l'émir de l'État du Qatar, son Altesse le Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, le ministre de l'Intérieur djiboutien, son Excellence M. Saïd Ibn Hassan, accompagné par son Excellence l'ambassadeur Debdou Badroble, ambassadeur de Djibouti au Qatar, s'est entretenu avec
le ministre d'État aux Affaires intérieures, le Cheikh Abdelaziz Ben Faisal Al Thani. Cet entretien chaleureux a été l'occasion pour discuter des voies et moyens d'élargir la coopération entre les deux pays et plus particulièrement dans le domaine de la coopération déjà existante entre les deux institutions de police. Les deux ministres sont engagés à renforcer le partenariat en partageant leur expérience en matière de renforcement des capacités des forces de police et de protection civile, mais aussi des renseignements et de l'information, de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, de la formation et de gestion de l'immigration, contribuer ainsi à la sauvegarde et au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les deux pays. Ils ont également convenu d'accroître les échanges de délégations et d'experts dans divers domaines entre les deux ministères. Le ministre et sa délégation ont aussi effectué une visite au sein de l'Académie de police de Qatar où ils ont pu s'acquérir des visus les enseignements de haute qualité dispensés qui sont aux normes académiques et professionnelles internationales. Autre actualité de ce journal, ce dimanche 27 octobre 2024, son Excellence M. Mostafa Mohamed Mahamoud, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, et son Excellence Mme Dana, ambassadrice de France à Djibouti, ont procédé à la signature d'une convention portant sur le renforcement de la mise en place des classes préparatoires aux grandes écoles à Djibouti. Le reportage avec Fardous. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Mostafa Mohamed Mahmoud, et l'ambassadrice de France à Djibouti ont procédé à la signature d'une convention portant sur le renforcement de la mise en place des classes préparatoires aux grandes écoles à Djibouti. En effet, cette convention se veut un continuum école excellence et les classes préparatoires aux grandes écoles. Le ministre a chaleureusement remercié l'ambassadrice pour son accompagnement dans le renforcement des capacités constitue une excellence académique. Ce projet permettra, entre autres, de mettre en place un cadre juridique pour ces écoles, d'équiper les laboratoires de physique-chimie et les sciences de la vie et de la terre. Toujours dans le cadre de cette convention, la formation des professeurs sera sensiblement améliorée. Nous pourrons également signer des conventions avec les universités et les grandes écoles en France pour que nos jeunes puissent passer des épreuves et des concours à domicile, a noté le ministre. Quant à l'ambassadrice, elle a salué l'engagement et la performance du MINFOP dans la mise en œuvre des activités structurantes au ministère qui constituent une source d'inspiration pour son ambassade, a-t-elle indiqué. C'est dans le cadre de la campagne de soutien à la candidature de M. Mahmoud Al Youssouf à la présidence de la Commission de l'Union africaine que la ministre de la Ville et de l'Urbanisme et de l'Habitat, son Excellence Mme Amina Abdi Aden, s'est rendue au Zimbabwe pour une visite de 48 heures. Au cours de son séjour à Harare, elle a été reçue lundi 28 octobre 2024 par le président de la République, son Excellence M. Emerson. Lors de cette rencontre, son Excellence Mme Amina Abdi Aden a transmis un message du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, à son homologue zimbabwéen. Le président Emerson et la ministre Amina Abdi Aden ont échangé sur les priorités du programme du candidat djiboutien sur les relations bilatérales entre les deux pays. Ensuite, la conduite par l'honorable député Ibrahim Ahmed Abdo. La délégation parlementaire djiboutienne a pris activement part aux travaux du Parlement arabe qui se sont déroulés au siège de la Ligue arabe au Caire du 25 au 29 octobre 2024. Cette rencontre a vu également la participation des députés Abdo Kamel Mohamed, M. Mohamed Hassan Farah, M. Ali Zaid Ahmed et du conseiller aux affaires arabes Ali Hamdan Abdou, face aux tensions très vives qui menacent de faire basculer le Moyen-Orient dans un embrasement généralisé. Le Parlement arabe a consacré la première journée de travail à l'élection de son nouveau président pour pouvoir ainsi affronter le nombreux défis auxquels le monde se trouve confronté. Au matin de samedi dernier, une convention de jumelage a été paraphée par les présidents des conseils régionaux des deux régions en question, Ali Sabié et Obok, en présence du ministre délégué chargé de la décentralisation, son Excellence M. Qassim Haroun Ali, et du ministre du Commerce et du Tourisme, son Excellence M. Mohamed Warsam Dirié, du préfet d'Ali Sabié et de celui d'Obok, et des deux députés, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Omar Ahmed Waïs, et le député Abdo Seki Dirié, en présence de nombreux citoyens d'Ali Sabié et d'Obok.
Accueillis par des chants et des danses traditionnelles, les Obokois ont assisté à une projection sur les projets de développement mis en œuvre dans la région dans le cadre du projet Appui à la décentralisation et aux initiatives locales, plus connu sous son sigle ADIL. À l'issue de cette présentation des réalisations du programme de développement régional, les officiels présents sur place ont annoncer des discours saluants et rendant un hommage solennel au rapprochement de ces deux régions. Au cours de leur séjour de 2 jours dans la région de Bok, les Assadjo ont été enthousiasmés par l'accueil fraternel et chaleureux de leurs compatriotes. À l'issue des interventions des uns et des autres, le président du conseil régional d'Ali Sabieh, M. Shamark Hassan, et celui de la région de Hayou, Mohamed Hamed Ismail, ont signé la convention de jumelage de leurs 2 régions respectives. À la fin de cet événement, les chefs coutumiers de ces 2 régions se sont retrouvés dans la maison locale des sages pour la promotion du dialogue et du rapprochement des habitants des Obokois et des Assadjo. Je vous accueille aujourd'hui à Ali Sabieh pour célébrer ces moments historiques, celui de notre jumelage. Votre présence ici symbolise non seulement un rapprochement entre nos régions, mais aussi un engagement commun en faveur d'un avenir partagé. Les journaux d'Ali Sabieh. Nous avons pu organiser cette rencontre dans les meilleures conditions. Je souhaite également exprimer ma gratitude au colonel de la garde-côte, au commandant du détachement de la gendarmerie d'Ali Sabieh, au commandant du détachement de la police nationale d'Ali Sabieh pour leur soutien indéfectible. Un remerciement tout en particulier va également au directeur de chemin de fer pour l'acheminement exceptionnel de la délégation de Bok de la gare de Nagad à la gare d'Ali Sabieh. On écoute à présent les propos du ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Warsamadiri. Aujourd'hui, à l'occasion de cette cérémonie de jumelage entre les 2 magnifiques régions, Obok et Ali Sabieh. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter chaleureusement la bienvenue à nos frères et sœurs de la région de Hayou, la ville historique. Ali Sabieh, Magalan Al-Hiba. Ces moments symboliques et empreint de fraternité marque une nouvelle étape dans la coopération, le développement et le renforcement des liens entre les 2 régions pour le bien-être de tous leurs habitants. Nos 2 régions, bien que géographiquement différentes, sont unies par une histoire et un destin commun, forgés par leur position stratégique dans les échanges commerciaux et culturel. Ce jumelage que nous célébrons aujourd'hui est bien plus qu'un partenariat. Il est le symbole de notre vision commune d'un développement qui repose sur la complémentarité, l'esprit de solidarité et la prospérité partagée. À travers ce jumelage, nous souhaitons promouvoir le partage, les vertus citoyennes et encourager des initiatives qui renforceront la capacité de nos populations, qu'il s'agisse de jeunes, de femmes, des entrepreneurs, des commerçants, des artisans ou des agriculteurs. Nous allons mettre en place des projets communs, comme il a dit le préfet des régions d'Obok, mais à la fois ancien préfet des régions d'Ali Sabieh. Dans notre secteur clé, tel qu'un projet, tel que dans le domaine du tourisme, de l'artisanat, de la formation professionnelle, la promotion du commerce et le développement durable. Ensuite, le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Qassim Haroun Ali, s'est réjoui de cette initiative. C'est avec un grand plaisir et une immense joie que nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer un événement important et historique. Le jumelage entre les régions d'Ali Sabieh et d'Obok, concrétisé par la signature de la convention du 12 octobre à Obok, est quelque chose de très important. Cet accord, fruit d'une réflexion commune et d'une volonté partagée,
marque le début d'une nouvelle ère de coopération, de solidarité et de développement durable entre nos deux régions. Ce jumelage n'est pas simplement un acte administratif, comme je le disais, il est le reflet d'une vision claire de notre président, celle de rapprocher nos communautés, de favoriser les échanges dans les domaines économiques, culturels et sociaux, et de renforcer les liens fraternels qui nous unissent. Comme disait Nelson Mandela, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Aujourd'hui, Ali Sabih et Obok ont choisi d'aller plus loin ensemble. On était habitué à des partenariats entre les collectivités territoriales de deux pays différents, mais jamais un partenariat entre collectivités territoriales d'un même pays. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est le premier exemple de genre d'une coopération décentralisée entre des conseils régionaux djiboutiens. C'est un exemple à suivre et à dupliquer par les autres conseils régionaux et communes de villes de Djibouti, comme je le disais à Obok. C'est aussi une démonstration parfaite de la politique de la décentralisation nationale telle qu'elle est définie conformément aux orientations politiques du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. À travers cet accord, nos deux régions s'engagent à travailler main dans la main pour promouvoir un développement inclusif et équitable. Chaque région apportera ses atouts, son savoir-faire et son expérience au bénéfice mutuel. Les défis auxquels nous faisons face sont nombreux, mais ensemble, nous serons plus forts pour les relever. Autre actualité nationale, c'est dans le cadre du mois de l'amnistie et de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres illicites que la police nationale de Djibouti a organisé une marche symbolique adressant un message de paix déterminé et solennel à l'ensemble des pays africains. Voici le reportage. Dans le cadre du mois de l'amnistie et de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres illicites, la police nationale de Djibouti a organisé une marche symbolique, adressant un message de paix déterminé et solennel à l'ensemble des pays africains. Cet événement s'inscrit dans l'initiative continentale de l'Union africaine, visant à atteindre l'objectif ambitieux, faire taire les armes d'ici 2030 et bâtir un futur sécurisé pour les générations à venir. Avant le départ de la marche, la délégation officielle, accompagnée des participants, a planté des arbres le long de la route de Nagad, marquant un geste à la fois symbolique et porteur de sens. Cette plantation incarne l'engagement de la République de Djibouti en faveur de la paix et du développement durable, affirmant que la paix, comme la nature, doit être continuellement nourrie et protégée pour s'épanouir. En plantant ces arbres, la délégation a non seulement embelli le parcours, mais aussi ancré le message que les racines de la paix doivent être solidement implantées dans la société djiboutienne et sur l'ensemble du continent. La marche a rassemblé un large éventail de participants, parmi lesquels figuraient la police nationale, les forces armées djiboutiennes, la garde républicaine, les gardes-côtes, ainsi que des représentants de la société civile et des étudiants. Tous étaient vêtus de t-shirts blancs et de casquettes brandissant des banderoles, arborant des messages de paix et d'unité, symbole de leur dévouement envers un avenir libéré de violence armée. En choisissant une tenue blanche, signe de pureté et d'innocence, les participants ont exprimé leur aspiration à un monde sans conflit, armé, unis dans la quête d'une sécurité collective. Le départ de la marche a eu lieu en face du camp Lémonier et le cortège s'est dirigé vers le champ de tir de la police nationale, ponctué par des slogans et des chants pour la paix. À travers cette marche, les participants ont voulu sensibiliser le public djiboutien et encourager une prise de conscience collective quant à l'importance de bâtir une Afrique pacifique et sécurisée. Arrivé au champ de tir, la délégation a assisté à un acte marquant et solennel, la destruction des armes légères obsolètes collectées dans le cadre de cette campagne. Cet acte symbolique, témoignant du rejet de la violence et du renforcement de la sécurité publique, reflète la volonté de Djibouti d'éradiquer les menaces liées aux armes illicites. En détruisant ces armes, Djibouti s'unit aux autres nations africaines dans un engagement commun pour un continent où la paix et la stabilité
remplace les conflits armés et la sécurité. Cet événement montre que la lutte contre les armes illicites est bien plus qu'une simple action ponctuelle. Elle représente un véritable pacte social et politique pour un avenir meilleur. En s'inscrivant dans l'initiative de l'Union africaine, Djibouti affirme sa position en faveur d'une Afrique prospère et unie, où les enfants grandissent sans peur, où les nations peuvent se développer en harmonie. On écoute un extrait de la représentante de l'ONUDA, Mme Mariam Kamara, et le secrétaire exécutif de RECSA. De très bonnes impressions des activités qui ont été lancées ce matin. Nous avons commencé par une marche et puis nous avons eu des sketchs, des moments de sensibilisation en présence des plus hautes autorités des corps de défense et de sécurité du pays, que je salue d'ailleurs et remercie la présence. Les membres de la société civile afin de sensibiliser sur les questions de désarmement. Et comme vous l'avez si bien dit, le mois d'octobre est dédié à la lutte contre la prolifération illicite des armes légères et de petit calibre sur le continent africain. C'est une initiative qui a été lancée en 2017, un partenariat entre les Nations Unies, l'Union africaine et RECSA. À ce jour, nous comptons déjà 16 pays qui ont bénéficié de l'accompagnement de ces partenaires que j'ai cités précisément. Et donc, demain, nous allons assister au grand lancement avec une cérémonie officielle avec les plus hautes autorités de l'État. Et puis, les activités vont se dérouler tout le mois de novembre, tout le mois de décembre jusqu'à la fin de l'année. Et nous pensons que, bien sûr, ce sont des moments qu'il faut continuer au-delà de 2024 et pour toujours, pour promouvoir la paix, la sécurité, qui bien sûr vont favoriser un développement socio-économique du continent. Donc ma présence ici à Djibouti aujourd'hui se justifie dans le cadre du partenariat entre l'Union africaine et le centre régional qui a été créé effectivement par les États. Voilà, pour mettre en œuvre la politique de lutte contre la prolifération des armes sur le continent. Je me réjouis de l'appropriation nationale de cette volonté politique exprimée par les chefs d'État de l'Union africaine de réduire la circulation illicite des armes qui sont souvent les vecteurs de l'instabilité, de la violence armée et qui constituent un obstacle majeur au développement de l'Afrique. Donc nous, en tant que RECSA, nous sommes une organisation de mise en œuvre et nous apportons l'expertise technique nécessaire pour renforcer la capacité des États. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à Djibouti. Et j'en suis fier et je me réjouis de l'implication de toutes les parties prenantes à cette cérémonie. Nous avons vu la société civile qui est représentée, toutes les couches sociales sont représentées, les différents secteurs de forces de défense et de sécurité sont aussi présents. C'est quoi? C'est pour montrer que ce n'est pas une affaire réservé seulement à un groupe spécifique. Mais c'est une affaire globale. Donc, tous les citoyens doivent apporter leur contribution à la recherche de la stabilité. Le colonel Omar Hassan, le point focal national des armes légères indiqué, a expliqué l'importance de cette journée. Et aujourd'hui, il y a une initiative conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine pour lancer les activités dans le cadre du mois de l'amnistie. La République de Djibouti a accepté de réaliser ces projets intitulés « Faire taire les armes en Afrique ». Donc aujourd'hui, c'est la première journée. C'est la première journée. Et cette journée, elle a commencé par une marche symbolique. C'est un acte de sensibilisation. Nous voulons montrer à la population les effets néfastes de l'utilisation illicite des armes légères et des petits calibres. Donc nous avons effectué la marche et dans la foulée, nous avons procédé à la destruction d'armes à feu. Et ça aussi, c'est un acte de sensibilisation destiné à la population civile. Nous allons poursuivre notre programme. C'est prévu, c'est un programme
normalement qui doit être étalé jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au mois de décembre. Donc, dès qu'on termine les activités à Djibouti, dans la capitale, nous allons effectuer les mêmes actions dans les régions de l'intérieur. Donc, nous allons nous rendre dans toutes les régions pour continuer les opérations de sensibilisation de la population. Et nous allons leur présenter aussi les dangers que constitue la prolifération illicite des armes. Autre actualité de ce journal, l'Agence nationale des personnes handicapées, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, le FUNIAP, a inauguré aujourd'hui un atelier de formation de 2 jours. Le reportage. L'Agence nationale de personnes handicapées, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, a inauguré hier un atelier de formation de 2 jours. Ce programme se concentre sur des thématiques essentielles telles que les violences basées sur le genre, la mutilation génitale féminine et leurs liens avec la santé reproductive. L'événement s'est déroulé en présence du directeur général de l'AMPH, de Ali Saïd Mahmoud, et de la représentante du FUNIAP, Mme Aïcha Ibrahim, et de plusieurs cadres de l'Agence nationale de personnes handicapées. Cet atelier a pour objectif de former les points focaux du réseau national de personnes handicapées afin de le préparer à leur rôle de relais communautaire et d'assurer un accès plus inclusif aux services sociaux de base pour les personnes en situation de handicap. En tant que relais communautaire, les participants de cette formation seront ainsi en mesure de sensibiliser, d'informer et de référencier les victimes en situation de handicap vers les structures spécialisées prises en charge. La formation s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action élaboré conjointement par l'AMPH, le FUNIAP et les Nations Unies, visant à renforcer la capacité des organisations et des acteurs travaillant auprès de personnes handicapées. Cet engagement permet de garantir non seulement l'accès aux soins et aux services, mais aussi de soutenir le droit des personnes en situation de handicap à vivre dans un environnement sain, protégé et inclusif. En effet, ces partenariats entre l'AMPH et le FUNIAP, étendus sur plusieurs années, continuent de promouvoir la résilience et le renforcement des capacités de personnes en situation de handicap. Grâce à ces initiatives, les acteurs communautaires seront désormais mieux outillés pour répondre aux besoins spécifiques de cette population souvent vulnérable. On écoute à présent la représentante de FUNIAP qui a indiqué que cette initiative vise à renforcer la capacité des organisations et acteurs travaillant auprès de personnes handicapées. La MPH avec laquelle nous avions eu quelques activités il y a quelques temps, mais bon, je crois qu'à travers cet atelier, nous sommes en train de redynamiser notre collaboration et surtout de collaborer sur des thématiques qui sont importantes parce que concernant surtout le rôle de la communauté et des relais communautaires pour la prévention d'un certain nombre de problèmes liés aux violences, liés aux problèmes de santé, surtout de la reproduction, et qui concerne notamment beaucoup de femmes et de jeunes à travers le pays. Et je crois que les personnes à besoins spéciaux font partie des personnes les plus vulnérables qui peut-être ont plus de problèmes d'accès que les autres aux services de lutte contre les violences ou des services de santé de la reproduction. Donc c'est un début, je crois, c'est un début et collaborer avec le président des différents réseaux qui composent l'AMPH nous permettra plus tard à avoir accès à la population la plus vulnérable, comme je le disais tout à l'heure, les jeunes filles, les femmes, les jeunes. Et donc, pendant ces 2 jours, les collègues du FUNIAP ici présentes, Mme Fatouma Al-Chiri, qui est un personnel de la santé, et Soufran, qui a beaucoup travaillé sur les thématiques des jeunes, seront là pour vous parler globalement de ces activités-là. Et après, je crois qu'à l'issue de cet atelier, nous pourrons mettre en place un plan d'action pour toucher le plus de population possible. En réponse à l'appel lancé par le ministre de l'Intérieur par intérim, M. Kassim Haroun, la Direction générale de la protection civile a mis en place des équipes d'intervention pour le pompage des eaux dans certaines zones de la capitale très impactées par les inondations.
En réponse à l'appel lancé par le ministre de l'Intérieur par intérim, M. Qassim Haroun Ali, la Direction générale de la protection civile a mis en place des équipes d'intervention pour le pompage des eaux dans certaines zones des villes très impactées par les inondations. La Direction nationale de la protection civile a mobilisé tous ces éléments pour venir en aide aux citoyens. Plus d'une dizaine de moteurs-pompes de moyenne et grande capacité sont en activité pour que ces eaux ne se transforment pas en boue et ramènent des maladies. La RTD, la radio-télévision de Djibouti, est allée à la rencontre des agents de la protection civile sur le terrain pour voir les opérations d'évacuation des eaux pluviales. C'est dans la matinée du 26 octobre 2024, à midi, que le centre opérationnel de la gendarmerie alerte la brigade de la sécurité routière du PK12 qu'un accident de la circulation routière s'est produit au rond-point du carrefour de Doralé. 26 octobre 2024 à midi, le centre opérationnel de la gendarmerie a alerté la brigade de la sécurité routière de BK12 qu'un accident de circulation routière s'est produit au rond-point du carrefour de Doralé. Il s'agit en effet d'un camion remorque transportant un conteneur de 40 pieds venant du port STGT et se dirigeant vers la route nationale 1 qui percute violemment l'enclos du carrefour de Doralé suite à un problème de système de freinage. Immédiatement, le gendarme de la brigade de la sécurité se rendent sur le lieu. Les enquêteurs assurent dans un premier temps la régulation du flux de trafic routier pour éviter l'embouteillage. Par la suite, l'équipe logistique de cette même unité a dépêché le grue pour extraire la partie cabine du commande du camion coincé à l'intérieur du rond-point. Cette mission a pris fin jusqu'à la normalisation effective de circulation routière sur l'ensemble de l'axe routier de la bretelle de Doralé. Dans le cadre de cet incident, une enquête a été ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui et de dégradation des biens appartenant à l'État. En cette période d'intempérie, le commandement de la gendarmerie exhorte les usagers routiers à la vigilance et au respect du code de la route. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, le bilan grimpe à plus de 43 000 morts à Gaza, selon le ministère palestinien de la Santé. Les détails avec Fardous. Le bilan grimpe à plus de 43 000 morts à Gaza, selon le ministère palestinien de la Santé. Ce chiffre comprend 96 morts arrivés dans des hôpitaux de Gaza ces 2 derniers jours, a précisé le ministère. Les troupes israéliennes ont lancé une opération dans le nord de la bande de Gaza, dans un raid sur un hôpital vendredi dernier. Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a accusé Israël de détenir 44 membres du personnel hospitalier. Un autre établissement sanitaire qui prenait en charge environ 200 patients a également été gravement endommagé lors d'un raid. Dimanche, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a proposé une trêve de 2 jours à Gaza qui pourrait ouvrir la voie à un cessez-le-feu à long terme. Ensuite, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a vivement critiqué lundi les lois adoptées par le Knesset interdisant les opérations de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens en Israël. L'ONU, Antonio Guterres, a vivement critiqué lundi des lois adoptées par la Knesset interdisant les opérations de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens en Israël. Ces lois pourraient avoir des conséquences dévastatrices pour des réfugiés palestiniens dans les territoires occupés, ce qui est inacceptable, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il n'existait pas d'alternative de l'UNRWA. Le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazarani, a réagi fermement à ces décisions. Ces votes est sans précédent et créent un dangereux précédent. Il s'oppose à la charte de l'ONU et viole les obligations d'Israël selon le droit international. Il a souligné que ces lois ne feront qu'approfondir les souffrances des Palestiniens, particulièrement à Gaza, où plus de 650 000 filles et garçons risquent d'être privés d'éducation. Le vote de la Knesset a provoqué lundi un tollé international. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a dénoncé une décision intolérable qui aura des conséquences dévastatrices. Autre actualité sport à présent, le Ballon d'Or 2024, Rodri sur le toit du monde, soirée idéale pour le Barça. Hier soir, Rodri a été élu Ballon d'Or 2024 devant Vinicius et Jude Bellingham. Chez les femmes, Aitana Bonmati réalise le doublé.
A noter que la 6e place de Kylian Mbappé au Ballon d'Or, tandis que la délégation madrilène a boycotté la cérémonie. Soirée magnifique pour les FC Barcelone. La cérémonie a débuté par le sacre de Lamine Yamal. FC Barcelone remporte le trophée Raymond Kopa, récompensant le meilleur jeune joueur de la saison. Dans la foulée, le club catalan a été élu meilleur club féminin de la saison. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.